Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où le silence d'une femme devient plus lourd que ses paroles. Je parle de ce jour où, sans prévenir, elle s'éloigne et vous laisse face à un vide que vous ne comprenez pas. Pendant longtemps, j'ai cru que ce vide était une fin. Aujourd'hui, je sais qu'il est un message codé, un langage subtil que peu savent lire. Ce que je vais vous révéler n'a rien à voir avec des théories superficielles ou des conseils répétitifs. Il s'agit d'un processus presque invisible qui commence bien avant le départ. Un processus énergétique, émotionnel et neurologique que vous pouvez non seulement comprendre, mais influencer. Et si vous pouviez déchiffrer ces signaux avant qu'il ne soit trop tard, j'ai découvert que derrière chaque éloignement se cache une mécanique précise, presque toujours la même, mais masquée par les apparences. C'est comme observer un mouvement d'horlogerie à travers une vitre teintée. Vous voyez les aiguilles, mais pas les engrenages qui les font tourner. Dans ce voyage, je vais lever le voile pas à pas pour que chaque élément fasse sens au moment où je vous l'explique. Vous allez comprendre pourquoi certains gestes, certaines phrases, certains silences deviennent des déclencheurs irréversibles. Et comment, parfois, il est possible de les désamorcer. Mais pour que cela ait un impact réel dans votre vie, il faudra écouter chaque étape dans l'ordre exact où je vais les partager. Car la vérité que je m'apprête à exposer n'est pas linéaire. Elle se révèle comme un code qu'on déchiffre morceau par morceau jusqu'à ce qu'il devienne limpide. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ce mystère. Pas pour juger, ni pour accuser, mais pour comprendre en profondeur la vérité cachée quand une femme s'éloigne sans explication. Et lorsque vous aurez saisi cette vérité, vous ne regarderez plus jamais un départ de la même manière. Le signal avant le silence. Je me souviens encore de ce moment où j'ai compris que le départ d'une femme ne commence jamais au moment où elle s'en va. Il commence bien avant, comme un murmure presque imperceptible qui traverse l'air, une vibration subtile que l'on ressent sans toujours savoir l'identifier. C'est dans les gestes minuscules, les regards qui flottent ailleurs, une fraction de seconde, dans le ton de la voix qui change légèrement, que tout s'écrit déjà. Et pourtant, la plupart des hommes, et moi le premier, autrefois, ne voient rien. Nous croyons que tout est normal, jusqu'au jour où le silence devient l'unique réponse. Je me suis souvent demandé combien d'éloignements j'aurais pu éviter si j'avais appris plus tôt à percevoir ces signaux. Je parle de cette qualité d'attention que l'on projette ou que l'on retire sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas ce que je dis qui compte le plus, c'est la congruence entre mes paroles et la présence réelle que j'offre. Une femme peut pardonner un oubli, mais elle ne pardonne pas longtemps l'impression de ne plus exister dans mon champ de conscience. Dans l'histoire de ce couple venu me voir, tout semblait intact en surface. Pas de grandes disputes, pas de gestes blessants évidents. Mais quand elle me disait « je n'ai rien à reprocher », ses mains trahissaient une tension constante, comme si elle cherchait à se protéger d'un froid invisible. Elle n'avait pas cessé de l'aimer, elle avait cessé de se sentir nourrie par sa présence. Et c'est une nuance que beaucoup ignorent. L'amour peut rester, mais s'affamer peu à peu, jusqu'à ne plus avoir de force pour se manifester. Ce qui m'a marqué, c'est le moment où il a cessé de se justifier. Plus de longues explications, plus de tentatives pour clarifier la situation avec des mots. Il s'est simplement assis face à elle en respirant lentement, les épaules relâchées. Il l'a regardée non pas pour répondre, mais pour la recevoir. J'ai vu ses traits changer, ses yeux se voiler de larmes qu'elle ne s'autorisait plus à montrer depuis longtemps. Ce n'était pas la conversation qui comptait. C'était l'énergie qu'elle ressentait à cet instant. En observant cette scène, j'ai compris que le silence d'une femme peut être un cri, mais un cri qui ne fait pas de bruit. Un cri qui demande « Es-tu encore là? Me sens-tu encore ?» Et si la réponse, au niveau le plus profond, est non, alors l'éloignement devient inévitable. Non par manque d'amour, mais par instinct de survie émotionnelle. Ce signal avant le silence, je l'ai appris à repérer dans ma propre vie. Une baisse soudaine de curiosité pour ces histoires, un contact physique plus rare, une écoute qui devient partielle parce que mon esprit est ailleurs.
Ce sont de petites fissures qui, mises bout à bout, deviennent un gouffre. La vérité cachée, c'est que ce gouffre n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se creuse lentement, et il est souvent encore possible de le combler avant qu'il ne devienne infranchissable. Aujourd'hui, je vois ces signaux comme une opportunité, non pas une alerte à redouter, mais un appel à revenir pleinement dans le lien. Quand je perçois une micro-variation, je m'arrête. Je respire. Je choisis de la regarder avec l'intention de vraiment la voir, pas seulement de l'entendre. Car je sais désormais que si je manque ce moment, le silence qui viendra plus tard ne sera que la confirmation de ce que j'aurais ignoré. Et c'est précisément pour cela que je parle de la vérité cachée quand une femme s'éloigne sans explication. Parce qu'avant le silence, il y a toujours un signal, et si l'on apprend à l'écouter non pas avec les oreilles, mais avec la présence entière du corps et du cœur, il est parfois possible non seulement d'éviter l'éloignement, mais de transformer le lien en quelque chose de plus profond qu'avant. Les micro-décalages qui changent tout. Je me suis longtemps demandé pourquoi certaines relations semblaient se détériorer sans qu'aucun événement grave ne soit survenu. Pas de trahison, pas de mots blessants, pas de disputes mémorables, et pourtant quelque chose se détache, comme si un fil invisible se rompait lentement. C'est alors que j'ai compris, ce n'est pas toujours un grand choc qui fissure. Le lien, mais une succession de micro-décalages tellement petits qu'on les croit insignifiants, jusqu'au jour où leur somme devient insupportable. Ces décalages sont souvent subtils. Un retard répété de quelques minutes, une promesse tenue à moitié, un message lu mais laissé sans réponse jusqu'au lendemain. Ce ne sont pas des fautes spectaculaires, mais des rappels constants que quelque part, la priorité n'est plus la même. Le cerveau enregistre ces signaux comme un changement de hiérarchie dans l'importance que l'autre nous accorde. Et la confiance, elle, ne tombe pas d'un coup, elle s'effrite, grain par grain. Je repense à cet homme que j'ai accompagné, persuadé de donner beaucoup à sa compagne. Ses intentions étaient sincères. Il organisait des week-ends, apportait des solutions à ses problèmes, se rendait disponible pour des projets communs. Mais il y avait un vide dans l'entre-deux. Entre ses gestes visibles, la qualité de sa présence disparaissait. Quand elle parlait, il n'écoutait pas vraiment. Il préparait déjà sa réponse, comme s'il cherchait à optimiser le temps plutôt qu'à se laisser imprégner par ce qu'elle exprimait. J'ai voulu lui faire sentir la différence entre répondre vite et recevoir pleinement. Je lui ai proposé un exercice simple mais puissant, alterner les moments de parole et de silence conscient. Cela voulait dire écouter 1 minute entière sans reformuler, laisser son visage rester ouvert, relâcher les mâchoires et ne valider qu'un seul point clé à la fin. La première fois, il m'a dit que c'était difficile. Son esprit voulait combler le silence, justifier, réagir. Mais il a tenu. Au bout de quelques jours, elle lui a dit une phrase qui a tout changé. « Je me sens enfin rejointe ». Ces mots, simples mais denses, étaient la preuve que l'éloignement n'avait jamais été provoqué par un manque d'effort ou d'amour, mais par ces micro-décalages qui, répétés, avaient créé une distance invisible. Et c'est dans des micro-ajustements qu'ils avaient commencé à réparer. En y repensant, je vois ces décalages comme des grains de sable dans une mécanique délicate. Un seul n'empêche pas la machine de tourner, mais accumulés, ils finissent par gripper l'ensemble. Le danger, c'est que ces signaux sont si petits qu'ils passent sous le radar de la conscience. On les ignore. On se dit « ce n'est pas grave ». Et c'est précisément ce n'est pas grave répété qui un jour devient irrécupérable. Aujourd'hui, j'ai appris à traquer ces micro-décalages dans ma propre vie. Non pas avec paranoïa, mais avec vigilance douce. Quand je sens que je vais répondre à moitié, je m'arrête. Quand j'ai envie de vite régler une conversation, je respire et je reste. Quand je sens que mes gestes sont devenus mécaniques, je me reconnecte à l'intention derrière eux. Parce que je sais que la vérité cachée derrière un éloignement n'est pas toujours une grande histoire dramatique. Parfois, ce sont juste des détails ignorés trop longtemps. Et je crois que c'est là que réside l'essence de la vérité. Une cachée quand une femme s'éloigne sans explication.
dans cette accumulation discrète, imperceptible, de moments où elle ne se sent plus pleinement rencontrée. Si l'on apprend à repérer et corriger ces micro-décalages, on peut non seulement préserver le lien, mais aussi l'approfondir. Parce que chaque micro-ajustement est, en réalité, une déclaration silencieuse. Je suis ici et je te vois. J'ai appris, au fil de mes rencontres et de mes propres expériences, que l'amour ne peut pas exister pleinement si le système nerveux ne se sent pas en sécurité. C'est presque brutal à admettre, mais c'est une réalité biologique. Avant de s'ouvrir à l'intimité, le corps cherche à savoir s'il est en terrain sûr. Et quand il ne trouve pas cette sécurité, il ne se lance pas dans des débats intérieurs complexes. Il agit, il se fige, il fuit ou il attaque. Chez beaucoup de femmes, la fuite prend la forme la plus discrète et la plus silencieuse, l'éloignement. Ce qui trouble, c'est que cet éloignement n'a souvent rien à voir avec un jugement sur notre valeur, ni avec une stratégie pour nous manipuler. C'est simplement un corps qui choisit la voie la plus sûre, un corps qui, à force de ressentir un décalage subtil mais constant, se dit « là-bas, je ne peux pas me détendre, alors je m'éloigne ». Ce processus est plus instinctif que réfléchi. Et c'est ce qui rend les départs si déconcertants pour ceux qui restent. Ils cherchent une logique mentale, là où il n'y a qu'une logique somatique. Je pense à Anaïs, cette femme lumineuse qui, malgré son amour pour son partenaire, se sentait de plus en plus seule. Il rentrait tard, souvent vidé par ses journées, et disait « je suis là » avec sincérité. Mais son corps, lui, racontait une autre histoire. Épaules affaissées, regards absents, gestes automatiques. Elle percevait ce décalage avec une précision qui l'effrayait elle-même. Car le cœur humain sait reconnaître, sans qu'on le lui explique, quand la présence est réelle et quand elle est juste déclarée. C'est là que je lui ai proposé un rituel simple à son compagnon, un rituel qui allait tout changer. 3 fois par jour, il pratiquait la cohérence cardiaque, 5 minutes de respiration lente, profonde et régulière pour apaiser le système nerveux. Et surtout, avant de franchir la porte le soir, il prenait le temps de s'asseoir quelques instants seul, de réguler son énergie. Oui, seulement après, il se présentait à elle. La scène est restée gravée dans ma mémoire. Ce soir-là, il est entré, a posé son téléphone sur le buffet et s'est assis près d'elle. Une main sur son propre cœur, l'autre dans la sienne, respirant doucement. Aucun mot n'a été nécessaire. Ce que son corps communiquait était clair. Je m'accorde avant de te rencontrer. Je choisis d'être disponible pour toi, pas seulement physiquement, mais entièrement. Anaïs a senti la différence immédiatement. Son regard s'est adouci, ses épaules se sont relâchées, comme si son corps recevait enfin le signal qu'il attendait depuis des mois. Ce n'était pas un grand discours qui avait changé quelque chose, c'était un geste cohérent, répété, incarné. Depuis ce jour, je sais que la sécurité n'est pas un concept abstrait. C'est une sensation que l'on transmet par notre posture, notre respiration, notre regard. Et quand une femme se sent en sécurité à ce niveau, elle n'a plus besoin de s'éloigner pour se protéger. Au contraire, elle avance vers nous. La vérité cachée, dans la vérité cachée, quand une femme s'éloigne sans explication, c'est que parfois, elle ne part pas parce qu'elle ne nous aime plus, mais parce que son corps ne se sent plus en sécurité dans notre présence. Et c'est quelque chose que nous pouvons apprendre à changer, non pas en parlant plus, mais en étant plus pleinement là. Les récits invisibles qui dirigent les gestes. J'ai compris un jour que nous ne vivons jamais l'effet brut, nous vivons l'histoire que nous tissons autour d'eux. Chaque geste, chaque mot que nous recevons passe à travers le filtre de nos croyances et de nos expériences passées. Et ce filtre, bien souvent, déforme la réalité plus qu'il ne la reflète. Si, au fond de moi, je porte la conviction qu'on finit toujours par m'abandonner, alors chaque retard devient une confirmation, chaque silence une prophétie. Et si elle, de son côté, croit qu'on ne m'écoute jamais vraiment, alors chaque proposition ou conseil peut lui sembler être une négation de sa voix. C'est comme si chacun de nous vivait dans un film différent, avec son propre
scénario, sa propre bande-son, et que nous essayions malgré tout de danser ensemble. Mais tôt ou tard, la dissonance se fait sentir. Ce n'est pas que les faits changent, c'est que la manière dont nous les interprétons les transforme radicalement. Et lorsque ces récits invisibles s'installent, ils dirigent nos gestes sans que nous en soyons conscients. Je me souviens très clairement de ce couple que j'ai accompagné. Leur dernière dispute tournait autour d'un banal désaccord sur une sortie prévue. Rien de dramatique, mais la tension était telle qu'ils ne se parlaient presque plus. Je leur ai proposé un exercice simple, écrire, chacun de leur côté, la scène telle qu'ils l'avaient vécue en une seule page, au présent, sans explication, sans justification. Juste la description brute, comme si c'était une scène de film. Quand ils ont lu leur texte à voix haute, j'ai eu l'impression d'assister à deux réalités parallèles. Dans son récit à lui, elle apparaissait distante, indifférente, presque fermée. Dans le sien, à elle, il était dominateur, pressé et manquait d'écoute. Deux perceptions incompatibles, deux vérités intérieures, construites sur des filtres différents. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aucun des deux n'avait réellement menti. Ils avaient juste perçu la même scène à travers des lentilles radicalement opposées. Je leur ai ensuite demandé un geste inhabituel, relire l'histoire de l'autre, comme s'il s'agissait d'une lettre qui leur était adressée. Pas pour la contester, mais pour l'accueillir. Le silence qui a suivi cette lecture a été lourd, mais pas oppressant. Leurs épaules se sont abaissées, leurs respirations se sont synchronisées, comme si, pour la première fois depuis longtemps, ils entraient dans le monde intérieur de l'autre. C'est à ce moment-là que j'ai vu le changement. Les récits invisibles, tant qu'ils restent implicites, dictent nos réactions et nos défenses. Mais une fois qu'ils deviennent visibles, que nous les mettons sur la table, sans accusation, le corps n'a plus besoin de se protéger en s'éloignant. Parce qu'il comprend enfin que ce qu'il prenait pour une attaque était peut-être juste une autre version de l'histoire. Aujourd'hui, quand je sens une tension monter dans un échange, je m'interroge. Est-ce que je réagis à ce qui se passe vraiment ou à l'histoire que je me raconte sur ce qui se passe? Cette seule question a sauvé bien des liens dans ma vie. Parce que je sais que la vérité cachée, quand une femme s'éloigne sans explication, se trouve souvent là. Non pas dans un acte irréversible, mais dans la façon dont chacun a interprété cet acte. Et parfois, changer l'histoire que l'on se raconte suffit à rouvrir la porte, le langage non-verbal qui parle plus fort. J'ai longtemps cru que mes mots suffisaient pour exprimer ce que je ressentais. Je me concentrais sur les phrases bien construites, sur la clarté de mes intentions, persuadé que si je disais les bonnes choses, le message passerait. Mais j'ai découvert, souvent à mes dépens, que le corps parle avant les mots et qu'il est bien plus difficile à tromper. La direction des pieds, la manière dont je tiens mes épaules, la tension de mes mâchoires, la rapidité de mon clignement d'yeux, tout cela compose un discours parallèle qui peut soit confirmer, soit contredire mes paroles. Ce langage invisible est d'une puissance redoutable. Une femme peut entendre « Je t'aime » de ma bouche, mais si mes yeux fuient, si mes bras restent croisés, si mon corps se penche légèrement en arrière, quelque chose en elle reçoit un tout autre message. Le cœur humain est capable de capter ces signaux subtils avec une précision presque animale. C'est pourquoi, dans bien des histoires, l'éloignement commence non pas avec un mot prononcé, mais avec un geste involontaire répété. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas pourquoi leur compagne s'éloigne alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur langage corporel envoie un message constant « Je te tolère » au lieu de « Je te choisis ». Et ce message, même s'il est inconscient, finit par s'imprimer profondément. L'amour, s'il n'est plus nourri d'une présence physique authentique, peut vite devenir mécanique. Je repense à Marc, que j'ai accompagné. Sa compagne lui reprochait de n'être jamais vraiment là. Lui se défendait en disant qu'il passait pourtant beaucoup de temps avec elle. Alors, je lui ai proposé une expérience. Nous avons filmé une courte conversation entre eux, puis nous avons regardé la vidéo, sans le son.
En quelques secondes, Marc a vu ce que ces mots ne révélaient pas. Il hochait la tête trop vite, souriait par politesse, croisait les bras, pile au moment où elle partageait quelque chose. De vulnérable, ce n'était pas de la malveillance, juste un automatisme corporel qui trahissait une fermeture. À la session suivante, il a tenté autre chose. Il a posé ses avant-bras sur la table, relâché ses épaules, ralenti son regard. Il a laissé ses yeux se poser sur elle un instant de plus, sans précipitation, comme pour lui signifier « Je suis ici, entièrement ». Aucun grand discours, aucune explication. Juste un alignement entre ce qu'il disait et ce que son corps montrait. La réaction a été immédiate. Elle lui a dit « Je sens que mon monde peut se déposer ». Ce simple changement d'attitude corporelle avait réouvert un espace de sécurité émotionnelle qu'elle croyait perdu. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à un tel retournement, mais c'est toujours saisissant de voir combien le corps peut réparer là où les mots échouent. Depuis, j'accorde une attention nouvelle à ce que mon corps exprime. Avant même de parler, je me demande, mon langage corporel confirme-t-il ce que je vais dire? Parce que je sais que la vérité cachée quand une femme s'éloigne sans explication peut parfois se résumer à cela. Elle a cru mes gestes plus que mes paroles. Et si mes gestes étaient en décalage, elle a cru à ce que son corps lui disait, pas à ce que je disais, la polarité et l'axe intérieur. J'ai longtemps cru que maintenir l'intérêt dans une relation reposait sur des gestes extérieurs, des attentions, des surprises, des mots bien choisis. Mais avec le temps, j'ai compris que tout cela perdait sa force si je n'étais pas ancré dans mon axe intérieur. La polarité n'est pas une stratégie pour séduire ou retenir l'autre, ce n'est pas une mise en scène. C'est une vibration qui émane de moi lorsque je suis profondément aligné avec qui je suis et avec ce que je veux vivre. Lorsque je perds cet axe, je bascule généralement dans l'un des deux excès, la passivité ou le contrôle. Dans la passivité, je me fonds dans l'autre au point de perdre ma direction propre. Dans le contrôle, je tente de forcer les choses, de guider chaque échange, de maintenir une emprise invisible. Dans les deux cas, la danse naturelle de la relation se transforme en lutte ou en inertie. L'autre, en face, ne sent plus l'élan vital qui nourrit la rencontre. Elle ressent un tiraillement qui, à la longue, l'étouffe. Je repense à cette période où, extérieurement, je faisais tout bien. J'étais aimable, toujours disponible, attentif à ses besoins, mais je ne portais plus cette étincelle qui me rendait vibrant à ses yeux. J'étais comme une présence rassurante, oui, mais prévisible, éteinte. Elle pouvait compter sur moi, mais ne plus être surprise par moi. Et c'est précisément ce manque d'imprévisibilité, d'énergie propre, qui érode subtilement le désir et la curiosité mutuelle. Ce qui m'a sauvé, c'est de revenir à des pratiques qui nourrissaient mon axe indépendamment d'elle. J'ai repris le sport régulièrement, non pas pour plaire, mais pour me sentir fort et vivant dans mon corps. J'ai instauré des moments de silence quotidien pour écouter mes pensées sans bruit extérieur. J'ai renoué avec une activité créative, non pas pour produire un résultat, mais pour m'immerger dans un espace où je ne cherche pas la performance. J'ai aussi clarifié ma vision, où je vais, pourquoi j'y vais et comment je choisis d'avancer. Cette direction claire a changé ma posture. Je n'étais plus dans l'attente que l'autre définisse le rythme ou l'orientation de ma vie. Je devenais à nouveau une force en mouvement, pas seulement une présence stable. Et le plus surprenant, c'est que ce retour à mon axe n'a pas rendu l'autre dépendante de moi, comme certains pourraient le croire. Au contraire, il a libéré l'espace pour qu'elle exprime aussi son énergie, pour qu'elle danse avec la mienne, sans que l'un de nous deux prenne toute la place. La relation est redevenue vivante, parce que nous étions deux pôles complets, pas deux moitiés en quête de complétude. Je sais maintenant que la polarité ne se crée pas en jouant un rôle ou en adoptant une posture artificielle. Elle naît quand j'habite pleinement ma propre colonne vertébrale, quand je suis centré et animé par une force qui ne dépend pas des réactions de l'autre. Et c'est pour cela que je le dis avec conviction.
La vérité cachée quand une femme s'éloigne sans explication peut parfois être aussi simple et aussi exigeante que cela. Si je perds mon axe, elle perd l'envie de danser avec moi. Mais si je le retrouve, la danse reprend d'elle-même, les blessures qui se rejouent. Avec le temps, j'ai découvert que chaque relation est comme une scène de théâtre intime où nos blessures viennent secrètement réclamer un rôle. Elles attendent en coulisses, prêtes à rejouer le même scénario encore et encore, tant que nous n'avons pas reconnu le texte qu'elles nous font réciter. Si je ne vois pas ce script invisible, je me retrouve condamné à répéter les mêmes répliques, à recréer les mêmes situations, jusqu'à croire que c'est toujours pareil avec moi. Mais si je le vois, si j'ose lire les lignes écrites dans l'ombre, alors je peux réécrire l'histoire. Quand une femme s'éloigne, ce n'est pas systématiquement à cause de ce que j'ai fait ou pas fait dans l'instant présent. Parfois, son mouvement n'est que la conséquence d'une pièce plus ancienne, d'une blessure que ma présence ou mon attitude réactive sans que je m'en rende compte. C'est une invitation douloureuse mais précieuse à regarder ce qui, en moi, attire ou permet ce type de scène. Je me souviens de cette femme qui m'a confié s'être retirée d'une relation, non pas par manque d'amour, mais parce qu'elle se surprenait à parler petit face à son partenaire. Cet homme, très sûr de lui, n'avait pas conscience de l'impact que sa confiance pouvait avoir sur elle. Mais pour elle, chaque échange réveillait une vieille mémoire, celle de son enfance, où se faire discrète et prendre le moins de place possible lui permettait d'éviter les conflits. Ce réflexe n'était pas une décision consciente, mais une stratégie de survie apprise très tôt. Ce qui est fascinant, c'est que son retrait n'était pas un rejet de l'homme qu'elle aimait. C'était une façon instinctive de se protéger contre une menace qui n'existait plus que dans son corps. Mais pour elle, cette menace était réelle. Et tant qu'elle ne voyait pas d'alternative, l'éloignement restait la solution la plus sûre. Pour changer cela, je lui ai proposé un rituel simple avant chaque conversation importante. Prendre quelques secondes pour sentir son bassin, respirer profondément, puis poser une phrase d'ancrage intérieur, quelque chose comme « j'ai le droit de prendre de la place ici ». Ensuite seulement, formuler une demande claire et concrète. Ce petit protocole créait un espace où sa voix pouvait se déployer sans se contracter. De son côté, son partenaire apprenait à lui poser explicitement une question clé. « Qu'est-ce qui compte pour toi ici ?» Cette simple ouverture y changeait tout. Elle n'avait plus à se battre pour exister dans l'échange. On lui offrait une place qu'elle n'osait pas prendre spontanément. Petit à petit, ses épaules se redressaient, sa voix gagnait en assurance et leur relation retrouvait un équilibre plus juste. Le passé, bien sûr, n'avait pas disparu. Mais il avait cessé de dicter toute la mise en scène. Chacun, en voyant le script, avait pu arrêter de jouer un rôle hérité pour en choisir un nouveau. Et ce choix, répété jour après jour, avait rendu inutile le réflexe de fuite. Aujourd'hui, je sais que la vérité cachée quand une femme s'éloigne, sans explication, peut se trouver là, dans une blessure ancienne qui cherche à se rejouer. Et si j'ai le courage de la voir, chez elle comme en moi, alors je peux participer à la transmutation de ce scénario et transformer la scène en un espace où nous ne sommes plus prisonniers du passé, mais auteurs du présent. Réparer, sans se perdre. J'ai longtemps cru que réparer une relation signifiait tout donner, tout promettre, tout faire pour effacer la distance. Je me suis déjà perdu dans ce processus, confondant la réparation avec une forme de supplication. Mais j'ai appris que lorsque je me dissous pour sauver le lien, je n'offre pas une vraie réparation. Je crée simplement une nouvelle, désynchronisation, où l'autre se retrouve face à une version affaiblie de moi, qui n'est pas plus rassurante que la précédente. Réparer, pour moi aujourd'hui, c'est avant tout rétablir la clarté, la sécurité et la congruence. Cela commence par un tête-à-tête honnête avec moi-même. Je dois reconnaître la part de moi qui a évité certaines conversations, qui a minimisé ses besoins ou qui a excusé ses propres incohérences. Et en parallèle, je reconnais la part de l'autre qui, face à ces décalages, a choisi de se protéger comme elle le pouvait.
Ce n'est pas un jeu de culpabilité, mais une cartographie lucide de ce qui s'est passé. Dans cette approche, il n'y a pas « à qui la faute », mais « qu'est-ce qui a manqué pour que nous restions connectés ». Je sais que si je rentre dans la réparation avec pour seule intention de la récupérer, je perds l'essentiel, l'intégrité. En revanche, si je viens avec l'intention claire de rétablir un espace de vérité, alors chaque geste devient plus solide, plus aligné. Le protocole que j'applique est simple, mais il demande de la discipline intérieure. D'abord, je clarifie mon intention par écrit, pour éviter que l'ego ou la peur ne reprennent le dessus. Ensuite, j'exprime ce que j'ai observé dans mon propre comportement, sans me juger, mais sans me justifier non plus. Dire « j'ai remarqué que je coupais tes phrases » est plus fort et plus vrai que « oui, mais je le faisais parce que… » Vient ensuite un moment clé. Je lui demande ce qui, pour elle, restaurerait la sécurité de base. Cela peut concerner le rythme de nos échanges, la qualité de ma présence ou des limites claires à poser. Parfois, c'est une demande simple, comme « regarde-moi quand je te parle » ou « ne consulte pas ton téléphone à table ». Ce sont souvent des détails concrets qui, répétés, changent tout. Une fois ces éléments posés, je définis un engagement mesurable dans mon quotidien. Pas de grandes promesses abstraites, mais des actes précis. Instaurer des moments de silence où je suis vraiment avec elle. Respecter une hygiène de sommeil pour arriver reposé dans la relation, ou aligner mes paroles et mon agenda pour que mes intentions ne restent pas des idées vides. Puis je laisse le temps faire son œuvre, sans pousser, sans exiger de résultats immédiats. Parce que je sais que la confiance ne revient pas parce qu'on le demande, mais parce qu'on le démontre dans la durée. Ce processus n'est pas une tactique, mais une nouvelle façon d'être, une manière de vivre qui rend la réparation durable. Et c'est là que je vois la vérité profonde. La vérité cachée, quand une femme s'éloigne sans explication, est souvent que ce n'est pas une grande erreur qui a tout détruit, mais une série de petites déconnexions. Les réparer sans se perdre, c'est accepter de redevenir cohérent, même si cela prend du temps. Car au fond, la réparation la plus puissante n'est pas celle qui ramène l'autre, mais celle qui nous ramène d'abord à nous-mêmes. Quand partir, quand rester? J'ai compris au fil du temps que la question la plus difficile, lorsque l'on sent une femme s'éloigner, n'est pas comment la faire revenir, mais dois-je rester ou dois-je partir? Et cette question, aucun manuel, aucun conseil extérieur ne peut y répondre à ma place. Elle demande une honnêteté radicale, un retour profond vers soi, loin de l'agitation mentale qui cherche des solutions rapides. Il m'a fallu accepter que parfois, l'acte le plus aimant que je puisse poser consiste à respecter l'espace qu'elle réclame. Même si elle ne le verbalise pas, son corps, ses silences, son énergie peuvent me dire « j'ai besoin de distance pour me retrouver ». Dans ces moments-là, continuer à forcer la proximité, c'est comme arracher une fleur pour qu'elle pousse plus vite. C'est confondre l'amour avec la possession. D'autres fois, j'ai senti qu'il y avait une ouverture, fragile mais réelle. Elle ne se manifeste pas par des gestes spectaculaires, mais par de petites étincelles, un échange plus profond que d'habitude, un regard qui reste, une parole qui touche juste. Dans ces instants, je sais que la connexion existe encore, mais qu'elle demande un terreau de patience, de courage et de constance pour refleurir. Pour savoir si je dois rester ou partir, je me fie à 3 repères intérieurs. Le premier est mon corps. Si, en sa présence, ma poitrine se ferme, ma respiration se bloque et ma créativité s'éteint durablement, je dois regarder honnêtement ce que je maintiens en place par peur. Peur de la solitude, peur du changement, peur de perdre un rôle dans sa vie. Le deuxième repère, c'est la qualité de mon cœur, malgré la distance. Si même loin d'elle, je sens mon axe se renforcer, ma clarté grandir, et que nos rares échanges gagnent en vérité plutôt qu'en tension, je reste disponible à la rencontre. Cela signifie que l'éloignement ne nous détruit pas, mais qu'il nous prépare chacun à revenir plus entier. Le troisième repère, c'est la leçon que la relation m'a offerte. Si je sens au plus profond que j'ai appris ce que je devais apprendre, sur mes blessures, sur mes limites, sur ma manière d'aimer,
Alors je peux bénir le chemin parcouru et lui rendre sa liberté, tout en reprenant la mienne. Ce départ n'est pas un abandon, mais un acte de reconnaissance envers ce que nous avons partagé. Dans tous les cas, je m'efforce de garder vivant ce qui ouvre, apaise et élève en moi. Parce que je reste ou que je parte, ma responsabilité est de ne pas me perdre dans le processus. Je sais maintenant que la vérité cachée quand une femme s'éloigne sans explication est que l'amour ne meurt pas toujours dans la distance. Parfois s'il revient, mais seulement lorsque j'ai cessé de vouloir le retenir à tout prix. Et parfois, il ne revient pas, mais il laisse en moi un espace plus vaste, prêt à accueillir ce qui, un jour, frappera à ma porte.